Au dîner de Noël, mon frère annonce que notre père lui a donné l'entreprise de 80 000 € que j'ai fondée, me laissant sans rien. Face à cette trahison, je prends mon verre et lance un ultimatum à mon père, tu dis la vérité, ou je le fais? Je m'appelle Guillaume. J'ai 34 ans et je suis le fondateur de Précision Sommet. Nous fabriquons du matériel de survie tactique haut de gamme, des tentes pour conditions météorologiques extrêmes et des équipements spécialisés utilisés par les équipes de recherche et de sauvetage du monde entier. J'ai bâti cet empire avec des mains calleuses, des semaines de 90 heures et une discipline forgée dans l'isolement. Mais pour ma famille, j'étais toujours le fils invisible, la bête de somme, le gars qui bricolait dans la poussière pendant que mon frère aîné, Cédric, courait après des titres prestigieux. Cette année, j'ai organisé notre dîner de Noël en famille dans mon chalet d'hiver à Chamonix. Je l'appelle un chalet, mais c'est une merveille architecturale moderne et tentaculaire, faite de bois sombre et d'immenses baies vitrées donnant sur les montagnes enneigées. Ma famille pensait que je le louais pour les vacances. Ils croyaient honnêtement que j'avais rassemblé un an de mes maigres économies juste pour les impressionner le temps d'un week-end. Ils n'ont jamais pris la peine de demander, et je n'ai jamais pris la peine de les corriger. Cela nourrissait leurs égos fragiles d'imaginer que je luttais pour suivre leur style de vie somptueux et entièrement factice. La longue table à manger était un chef-d'œuvre d'excès festif. J'avais engagé un chef privé pour préparer un festin de carrés d'agneau en croûte d'herbe, de pommes de terre truffées et de vin millésimé qui coûtait plus cher que ma première voiture. L'immense cheminée en pierre rugissait en arrière-plan, projetant une lueur chaude et vacillante sur la pièce. Dehors, une neige épaisse tombait, recouvrant les sapins de blanc. À l'intérieur, l'énergie était toxique. Assis en face de moi se trouvait Cédric. À 36 ans, il s'habillait toujours comme un homme désespéré d'être photographié par les paparazzis. Il portait un blazer en velours sur mesure et une montre de luxe Tapa accent grave l'œil qu'il ne pouvait certainement pas se permettre. Cédric se disait gestionnaire de fonds spéculatifs en crypto-monnaie. En réalité, c'était un raté en série qui mettait constamment ses entreprises en faillite et comptait sur nos parents pour le renflouer afin de maintenir son illusion de richesse. À côté de lui était assise sa femme, Solange. Elle était couverte de marques de créateurs, sirotant son champagne avec un air de dédain permanent, comme si l'oxygène de ma maison était en quelque sorte indigne de ses standards. Mes parents, Maurice et Séraphine, présidaient la table. Mon père, Maurice, était un homme qui vénérait son propre reflet. Il contrôlait cette famille d'une main de fer et avec un carnet de chèques, masquant toujours ses profondes insécurités par une autorité non méritée. Ma mère, Séraphine, était sa complice ultime. Elle jouait la victime quand cela l'arrangeait et utilisait les larmes comme une arme pour forcer tout le monde à obéir. Nous venions de finir le plat principal quand Cédric a pris une cuillère en argent et l'a tapé sèchement contre son verre en cristal. Le tintement a fendu le jazz feutré qui jouait en fond sonore. Toute la table est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné vers lui. Cédric s'est levé lentement, ajustant son blazer en velours. Il a regardé autour de la table, s'imprégnant de l'attention comme une éponge. Puis ses yeux se sont posés sur les miens. Son visage s'est tordu en un sourire narquois de triomphe pur et sans mélange. Il a annoncé qu'il avait une surprise énorme qui allait changer sa vie à partager. D'une voix dégoulinante de fausse humilité, Cédric a déclaré que notre père, Maurice, avait finalisé des documents juridiques très importants ce matin-là. Il a sorti de la poche intérieure de son blazer un document juridique plié et l'a jeté sur la table à manger. Il a fièrement proclamé que papa lui avait légalement transféré 100% de la propriété de Précision Sommet SARL. C'est un miracle de Noël, a ri Cédric, sa voix résonnant contre les plafonds voûtés. Papa a réalisé que la marque a besoin d'un vrai leadership exécutif pour se développer à l'échelle mondiale, d'un véritable esprit financier, alors il m'a passé les rênes. Solange a poussé un cri de joie exagéré et a commencé à applaudir. Elle m'a regardé avec un sourire écœurant de fausse pitié. Nous allons transformer ton petit passe-temps de camping en une véritable puissance industrielle, Guillaume. Ne t'inquiète pas. Ma mère a tendu la main sur la table pour serrer celle de Cédric, ses yeux brillants de larmes de fierté non versées. Tu le mérites, mon chéri, a-t-elle gloussé. Tu as travaillé si dur. Mon père, lui, est resté assis là, faisant tourner son vin rouge, l'air incroyablement satisfait de lui-même. Il a bombé le torse, agissant comme un roi généreux qui venait de léguer un royaume entier à son héritier choisi. Aucun d'eux ne semblait se soucier que le royaume qu'il célébrait avait été construit avec mon sang, ma sueur et mes sacrifices incessants.
Ils étaient assis dans ma maison, mangeant ma nourriture, buvant mon vin, et célébrant le vol de l'œuvre de ma vie, droit dans les yeux. Ils pensaient sincèrement qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils avaient enfin remis la bête de somme invisible à sa place. J'ai regardé Cédric en silence. Il vibrait pratiquement d'arrogance. Mais en les regardant célébrer leur grand hold-up, je n'ai pas ressenti la moindre once de panique. Je me demandais juste combien de temps il leur faudrait pour réaliser qu'ils n'avaient pas volé une mine d'or. Ils avaient volé une bombe à retardement. Que faites-vous lorsque les personnes qui sont censées vous protéger deviennent les voleurs mêmes qui tentent de vous ruiner? Pour comprendre l'ampleur de leur illusion, il faut comprendre l'histoire de cette famille. Assis là, à écouter Cédric se vanter de son nouveau titre de directeur, mon esprit m'a violemment ramené dans un garage glacial, 15 ans plus tôt. J'avais 19 ans. Pendant que Cédric était dans une université privée coûteuse, faisant la fête aux frais de mon père, je vivais à la maison, cumulant 3 emplois pénibles au salaire minimum juste pour payer mes cours dans une petite université locale. Chaque seconde de libre, je la passais dans le garage non chauffé et plein de courant d'air de mes parents. J'apprenais à souder des cadres en aluminium, à coudre des tissus en nylon renforcé jusqu'à ce que mes doigts saignent, et à tester des matériaux thermiques en plein hiver. Ce garage glacial a été le lieu de naissance de Précision Sommet. J'avais conçu un prototype de tente de survie légère et ultra durable qui pouvait résister à des vents de la force d'un ouragan. Je savais que j'avais quelque chose de révolutionnaire, mais j'avais besoin de capitaux pour déposer le brevet et acheter la première commande en gros de matières premières. Je suis allé voir mon père. J'ai présenté un plan d'affaires détaillé et méticuleux. J'ai demandé un prêt modeste de 10 000 euros. Maurice s'est moqué de moi. Il s'est assis dans son fauteuil en cuir, a regardé mes mains couvertes d'ampoules et m'a dit que je délirais. Il a dit que je n'étais qu'un mécanicien jouant avec des tissus et que je n'avais pas la capacité intellectuelle pour les vraies affaires. Mais il a ensuite vu une opportunité d'exercer son contrôle ultime. Il a accepté de me donner les 10 000 euros, mais à une condition stricte et non négociable. Parce que j'étais jeune et soi-disant naïf, il a insisté pour que la société à responsabilité limitée, SARL, soit enregistrée entièrement à son nom. Il a prétendu que c'était pour me protéger de la responsabilité légale. Il a affirmé que c'était une pratique commerciale standard. J'étais désespéré. Je voulais voir ma création prendre vie plus que tout au monde. Alors, j'ai accepté. Maurice m'a remis un chèque de 10 000 euros et s'est fièrement inscrit comme unique propriétaire légal de Précision Sommet SARL au registre du commerce. Une semaine plus tard, Cédric est rentré pour les vacances de printemps. Il avait accidenté sa voiture en conduisant en état d'ivresse. Mes parents ne l'ont pas puni. Ils ne lui ont pas coupé les vivres. Au lieu de cela, Maurice s'est rendu chez un concessionnaire de luxe et a acheté à Cédric une toute nouvelle voiture de sport, payée comptant. Coût, 80 000 euros. Mon père a déboursé 80 000 euros pour récompenser le comportement imprudent de mon frère, mais a exigé la propriété totale de mon avenir pour la modique somme de 10 000 euros. Ce fut le moment décisif de ma vie. C'est à cette seconde précise que j'ai réalisé que j'étais entièrement seul. J'ai réalisé que mon propre sang me viderait volontiers jusqu'à la dernière goutte pour maintenir le confort de leur enfant chéri. De retour à la table du dîner de Noël, les souvenirs angoissants ont été interrompus par la voix stridente de ma tante Corinne. C'était la sœur de ma mère, une femme qui se nourrissait des drames familiaux et vénérait la richesse. Corinne a levé son verre de vin, pointant un doigt manucuré vers Cédric. « J'ai toujours su que tu avais l'instinct des affaires, Cédric, a-t-elle déclaré haut et fort. Tu as le charisme. Guillaume est doué de ses mains, bien sûr, mais ce n'est qu'un artisan chanceux. Il ne sait pas comment gérer de l'argent réel. Il faut un requin pour diriger une entreprise, et tu es un requin. » Cédric a hoché la tête modestement, acceptant l'éloge comme s'il s'agissait d'un fait avéré. Il a pris une gorgée de son vin, l'a fait tourner dans son verre avant de le reposer lourdement. Il a ajusté son blazer en velours et s'est éclairci la gorge, commandant l'attention de la pièce. « Écoute, Guillaume, » a dit Cédric, son ton dégoulinant de condescendance. « Je sais que c'est une pilule difficile à avaler. Tu as géré les opérations quotidiennes de l'entrepôt et nous apprécions le travail de base, mais soyons honnêtes. Tu vois trop petit. Tu te concentres sur les coutures et les fermetures éclairs. Je me concentre sur les marchés financiers mondiaux. J'ai le réseau pour introduire cette marque en bourse. Je l'ai juste regardé.
L'homme qui avait récemment fait perdre des millions à ses investisseurs dans un effondrement catastrophique de crypto-monnaies me donnait des leçons sur les marchés mondiaux. Mais je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé creuser le trou plus profondément. Je l'ai laissé peindre son chef-d'œuvre d'arrogance. Mais je suis un gars généreux, a poursuivi Cédric, arpentant légèrement derrière la chaise de Solange. Nous sommes une famille. Je suis prêt à te garder sur la liste de paix. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le système d'inventaire. Si tu es prêt à prendre ta place et à respecter la nouvelle chaîne de commandement, je peux t'offrir un poste de responsable principal de l'entrepôt. Tu auras un salaire stable, une assurance maladie décente, et tu n'auras plus à te soucier du lourd fardeau des décisions exécutives. Tante Corinne a eu le souffle coupé, applaudissant. Oh, comme c'est généreux de ta part, Cédric. Guillaume, tu devrais vraiment remercier ton frère. C'est un travail très sûr pour quelqu'un avec tes compétences limitées. Il m'offrait une rétrogradation dans ma propre entreprise, une entreprise générant des dizaines de millions d'euros de revenus. Il me jetait un os, s'attendant à ce que je remue la queue de gratitude. Le manque de respect pur et suffocant était palpable. Mais la colère qui me consumait à l'adolescence avait complètement disparu. Elle avait été remplacée par une patience froide et calculée. J'attendais depuis 15 ans qu'il franchisse cette dernière ligne. Et ce soir, les monstres avides avaient enfin mordu à l'hameçon. Jusqu'où irait-il avant que le piège ne se referme? La salle à manger est tombée dans un lourd silence, attendant ma réaction. Ma mère a détourné le regard, feignant d'être profondément intéressée par ses pommes de terre rôties. Solange s'est adossée à sa chaise, un sourire suffisant plaqué sur son visage, calculant déjà comment elle dépenserait mon argent. Solange s'est penchée vers Cédric, n'essayant même pas de baisser la voix. Nous devrions retirer un dividende massif lundi matin, a-t-elle chuchoté avec excitation. Je veux changer de SUV et nous devons absolument réserver ce voyage à Monaco pour célébrer notre nouvelle acquisition. Cédric a gloussé, passant un bras autour de son épaule. Vois plus grand, chérie. Nous n'allons pas seulement acheter des voitures. Une fois que j'aurai utilisé les actifs de l'entreprise comme levier, nous achèterons un yacht, un vrai navire. Nous l'amarrons à Miami d'ici le printemps. Je suis resté parfaitement immobile, écoutant leurs fantasmes ridicules. Ils croyaient sincèrement que diriger un empire manufacturier était aussi simple que d'encaisser un chèque. Ils considéraient l'œuvre de ma vie comme un distributeur automatique sans fin destiné à financer leurs vacances de luxe. J'ai finalement rompu mon silence. J'ai posé ma serviette en lin sur la table, gardant ma voix parfaitement égale et dépourvue de toute émotion. Un responsable d'entrepôt, ai-je répété lentement. Comme c'est attentionné de ta part, Cédric. Mais je pense qu'il y a un léger malentendu sur le fonctionnement de la propriété. On ne peut pas simplement offrir une entreprise comme un pull de Noël. J'ai bâti Précision Sommet. Ma sueur est dans ses produits. Mon père a frappé sa main à plat sur la lourde table en chêne, faisant cliqueter la porcelaine fine. Son visage est devenu d'un rouge profond et colérique. Le masque du patriarche poli et généreux est tombé instantanément, révélant l'homme agressif et dominateur que j'avais connu toute ma vie. Ne joue pas à des jeux avec moi, Guillaume, a-t-il aboyé, pointant un doigt épais directement sur mon visage. Tu sais exactement comment les papiers ont été remplis. Tu avais 19 ans quand tu as commencé à coudre ces petites tentes dans mon garage. Tu ne pouvais pas légalement signer un bail commercial. Tu ne pouvais pas signer un contrat contraignant avec un fournisseur. Qui penses-tu a signé tous ces documents de constitution initiaux? Moi. Il s'est penché en avant, ses yeux se plissant avec un mélange toxique de fierté et de ressentiment. J'étais inscrit comme l'unique propriétaire légal de la société à responsabilité limitée. C'était mon nom qui était en jeu. Et n'oublions pas d'où venait l'argent pour acheter ton premier lot de matériaux. Je t'ai donné 10 000 euros. J'ai financé ta petite start-up. Sans mon argent et ma signature, tu n'aurais eu rien. Selon la lettre de la loi, Précision Sommet SARL m'appartient. Et en tant que propriétaire légal, j'ai tout à fait le droit de transférer mon actif à qui je veux. Je t'ai laissé la gérer parce que ça t'occupait, a poursuivi Maurice, sa voix tonnant. Mais ton frère a besoin d'une vraie entreprise. Il est prêt à prendre la relève. Tu as accumulé les bénéfices pour toi seul pendant des années, vivant dans ce chalet de location ridicule et hors de prix, refusant d'aider ton propre sang. Eh bien, je corrige cette erreur aujourd'hui. L'entreprise est à lui maintenant.
Les documents sont déposés auprès du greffe. C'est légalement fait. Ma mère est rapidement intervenue, adoptant son ton mielleux et maladif d'un parent déçu. Une famille se sacrifie pour ses membres, Guillaume. Tu as toujours été si têtu. Tu dois juste être le plus grand en ce moment. Cédric a eu une terrible série de malchance avec les marchés. Ils ont désespérément besoin des revenus de l'entreprise pour survivre. Pourquoi dois-tu être si profondément égoïste? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux pour ton frère? Je les ai regardés tous les 5 assis autour de ma table. Le chantage affectif, l'attente constante que je devais rétrécir ma vie pour que Cédric puisse confortablement étendre la sienne. C'était exactement la même dynamique toxique qu'il m'avait imposée depuis l'enfance. Mais cette fois, je n'étais pas un enfant sans défense désespéré de leur approbation. J'étais un homme adulte qui tenait toutes les cartes. J'ai attrapé mon verre d'eau, j'ai bu une longue gorgée et je l'ai reposé soigneusement sur le sous-verre. J'ai tourné toute mon attention vers Cédric. Alors, Cédric, ai-je dit, ma voix douce et professionnelle, dépouillant toute trace de notre histoire familiale toxique. Puisque tu prends la relève en tant que nouveau propriétaire et président-directeur général de Précision Sommet, je suppose que tu as fait preuve de diligence raisonnable. En tant qu'expert financier, tu as dû effectuer un examen approfondi des registres de l'entreprise avant de permettre à papa de transférer la responsabilité à ton nom. Cédric a ricané, roulant des épaules d'un air défensif. J'en ai assez vu pour savoir que les marges sont solides. C'est de la fabrication au détail, acheter à bas prix, vendre cher. Ce n'est pas sorcier, Guillaume. J'ai souri, un sourire lent et sincère. Ma mère en a semblé légèrement déconcertée, s'agitant mal à l'aise sur son siège. Tu as raison, ai-je dit joyeusement. Pourquoi se battre? Tu as clairement une vision brillante pour la marque. Papa, puisque tu es le propriétaire légal qui a financé les 10 000 € initiaux, il est juste que tu exerces tes droits. J'ai sorti mon iPad Pro de ma mallette en cuir posée à côté de ma chaise. J'ai activé l'écran, j'ai accédé à mon tableau de bord administratif et j'ai affiché les protocoles de transfert numérique. J'ai posé la tablette à plat sur la table et je l'ai fait glisser doucement sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Cédric. Voici le portail d'accès principal, ai-je indiqué en montrant l'écran. Si tu signes là, sur la ligne numérique, cela transfère immédiatement les autorisations bancaires commerciales principales, les portails de communication des fournisseurs et les reconnaissances de responsabilité directement à ton adresse email personnelle. Tu peux tout avoir, tout de suite. La pièce entière était paralysée. Mon père a semblé momentanément stupéfait de la facilité avec laquelle je capitulais. Il s'était préparé à une dispute massive, à une bataille juridique brutale. Il ne s'était pas préparé à ce que je lui tende simplement les clés. Cédric, cependant, était trop aveuglé par son propre ego démesuré pour voir le danger. Il a souri largement, attrapant le stylet numérique du bord magnétique de l'étui. Malin, petit, a-t-il marmonné rapidement, griffonnant sa signature sur l'écran. Content de voir que tu comprends enfin ta place. Il a appuyé sur le bouton vert vif, confirmé. Le piège était officiellement refermé. J'ai regardé la barre de progression se remplir pendant que je transférais les clés numériques à un homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de déverrouiller. C'est fait, ai-je dit en repoussant l'iPad. Tu es officiellement l'administrateur principal de Précision Sommet SARL. Cédric a éclaté de rire. Un son dur et arrogant qui a résonné contre les plafonds cathédrales. Le transfert était terminé. Ils avaient tout ce qu'ils exigeaient, mais ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de s'enchaîner volontairement à un navire en perdition. Si vous aimez voir cette famille arrogante marcher aveuglément vers sa propre destruction, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire disant « Je suis des vôtres » pour que je sache que vous faites partie du cercle restreint, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chacun d'entre eux. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe quand 19h sonneront. Avec l'encre numérique sèche et le transfert administratif terminé, l'atmosphère dans la salle à manger est passée d'une négociation tendue à une célébration arrogante. Cédric a immédiatement sorti son smartphone coûteux de sa poche, ses pouces volant sur l'écran alors qu'un barrage de mets de bienvenue automatisé inondait sa boîte de réception. Il n'a pas perdu une seule seconde à faire semblant d'être gracieux. Il avait l'air d'un homme qui venait de conquérir le monde. Bien, a-t-il claqué des doigts dans ma direction, exigeant mon attention comme si j'étais un serviteur. J'ai besoin des mots de passe-maître immédiatement.
Je veux un accès complet aux portails bancaires principaux et à l'annuaire complet de nos contacts fournisseurs internationaux. Envoie-moi le fichier crypté avec les fournisseurs de matières premières. Je dois voir les marges de profit exactes avec lesquelles nous travaillons avant l'ouverture des marchés lundi. J'ai hoché la tête doucement, sortant mon téléphone et transférant les identifiants de connexion sécurisés à sa nouvelle adresse email administrative. Je l'ai regardé faire défiler son téléphone, un air de satisfaction pure et sans mélange se lisant sur son visage. Puisqu'ils étaient si impatients de jouer les cadres supérieurs, j'ai décidé que c'était le moment idéal pour poser quelques questions opérationnelles de base, juste pour voir jusqu'où allait leur illusion. J'ai posé mes coudes sur la table, entrelaçant mes doigts. Alors, Cédric, ai-je dit, gardant mon expression parfaitement agréable. Comment comptes-tu gérer la logistique de la livraison militaire la semaine prochaine? Cédric a arrêté de mâcher son carré d'agneau. Il m'a jeté un regard, un bref éclair de confusion traversant ses traits avant que son masque arrogant ne reprenne sa place. Il a dégluti bruyamment et s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. La livraison militaire, a-t-il demandé, essayant d'avoir l'air ennuyé. Oui, ai-je précisé, parlant lentement, comme si je m'adressais à un enfant. Les commandes du ministère de la Défense sont massives cette année. Notre entrepôt principal doit expédier 20 000 unités de tentes de survie pour conditions extrêmes à la base en Alaska d'ici vendredi prochain. Les matériaux nécessitent une logistique à température contrôlée stricte pendant le transit. Si nous manquons la fenêtre de livraison ne serait-ce que de 24 heures, le gouvernement impose une pénalité de 20% sur la facture totale et nous risquons de perdre le contrat fédéral de façon permanente. As-tu déjà coordonné avec les transitaires? Cédric a éclaté d'un rire fort et dédaigneux, agitant la main en l'air. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, dégageant une fausse impression de confiance suprême. S'il te plaît, Guillaume, a-t-il ricané. N'essaie pas de me submerger avec tes petits détails administratifs. Tu agis comme si déplacer quelques boîtes de tentes était une mission impossible. Il a regardé autour de la table, s'assurant d'avoir un public avant de continuer son numéro. J'ai des contacts financiers de haut niveau dans tout le pays. Je connais des gars qui déplacent des cargaisons internationales d'une valeur de dizaines de millions d'euros. Je passerai juste un coup de fil rapide lundi matin et l'un de mes spécialistes de la chaîne d'approvisionnement s'occupera de ton petit problème d'entrepôt. C'est un simple pivot logistique. Nous réduirons probablement même les coûts en externalisant l'emballage à une installation moins chère. Tu as surpayé la main-d'œuvre nationale de toute façon. Solange a hoché la tête, complètement hypnotisée par son jargon d'entreprise. Exactement, a-t-elle ajouté en prenant une gorgée de son champagne. Tu compliques toujours les choses inutilement, Guillaume. Cédric s'est délégué. C'est ce que font les vrais leaders. Ils ne se stressent pas pour des boîtes en carton. Je n'ai pas pris la peine de le corriger. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que nos contrats fédéraux exigeaient une fabrication nationale par du personnel habilité à la sécurité et que l'externalisation vers une installation non conforme moins chère déclencherait instantanément un audit fédéral. J'ai juste laissé son ignorance flotter dans l'air, un témoignage de sa chute imminente. Au lieu de cela, j'ai déplacé mon regard vers ma mère au bout de la table. Séraphine beurrait joyeusement un petit pain, l'air complètement détendu maintenant que son fils chéri était soi-disant millionnaire. Maman, ai-je dit, gardant ma voix basse et sérieuse. Es-tu sûr que Cédric est prêt pour ça? Diriger une entreprise, ce n'est pas seulement collecter des revenus. C'est aussi absorber le risque. Quand papa a transféré la société à responsabilité limitée à Cédric, il a également transféré toutes ses obligations légales et financières. Ma mère m'a fusillé du regard avec une profonde déception. Vraiment, Guillaume, a-t-elle grondé, sa voix dégoulinant de désapprobation maternelle. Ne peux-tu pas simplement laisser ton frère profiter de cette soirée spéciale? Dois-tu toujours essayer d'être la personne la plus intelligente de la pièce? N'essaie pas de lui faire peur avec de grands mots. Cédric gère des fonds spéculatifs. Il sait comment gérer les obligations financières. Ta petite marque de plein air n'est rien comparée à ce à quoi il est habitué. J'ai levé les mains en signe de reddition, mon visage entièrement neutre. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je m'excuse. Je ne mentionnerai plus les passifs financiers. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai pris mon verre de whisky. J'ai bu une gorgée, mes yeux se fixant sur l'horloge de grand-père vintage posée dans le coin de la salle à manger. Le pendule en laiton se balançait d'avant en arrière avec une précision silencieuse et implacable.
Les aiguilles noires et fines indiquaient qu'il était exactement 18h58. Je n'avais plus que 2 minutes de leurs insultes à supporter avant que le système bancaire automatisé ne leur livre la leçon de réalité qu'ils méritaient si désespérément. La musique de jazz d'ambiance a enflé en arrière-plan. Ma mère a ri d'une blague de tante Corinne. Solange a touché son collier de créateur, murmurant d'autres plans de yacht et de voitures de luxe. Cédric a pris une autre longue gorgée de mon vin coûteux, complètement intoxiqué par sa propre brillance perçue. Ils célébraient joyeusement leur ruine absolue, complètement inconscients de la mine juridique massive qu'ils venaient de s'attacher volontairement à la poitrine. L'encre numérique sur ces documents de transfert était déjà sèche. Je fixai directement le smartphone coûteux de Cédric, posé face vers le haut sur la table en bois poli. 10 secondes restantes. 5 secondes. J'attendais que la guillotine numérique tombe. Que se passe-t-il lorsqu'un faux millionnaire hérite d'un cauchemar bien réel? Aujourd'hui, c'était le vendredi 25 décembre, le jour de Noël. Mais dans le monde impitoyable des services bancaires aux entreprises, le 25 de chaque mois avait une signification très différente, bien plus terrifiante. C'était la date désignée pour le recouvrement automatisé de la dette institutionnelle. Lorsque vous structurez un prêt commercial d'une ampleur massive, la banque ne vous envoie pas de courriel de rappel poli. Elle n'attend pas que vous lui envoyiez un chèque par la poste. Elle exige un accès direct et sans entrave au compte d'exploitation principal de la société à responsabilité limitée désignée. Et exactement à 19h, heure normale de l'Est, le système de chambre de compensation automatisé lance un balayage irréversible des fonds requis. J'ai regardé la trotteuse de l'horloge de grand-père passer le 12. 19h pile. La guillotine numérique est tombée. Le smartphone coûteux de Cédric a vibré violemment contre la table en chêne polie. L'écran s'est allumé avec une bannière de notification lumineuse. Le bourdonnement soudain a brusquement coupé la musique de jazz douce et les rires forts et vantards de ma famille. Parce que je venais de lui transférer tous les privilèges administratifs maîtres, son email personnel était désormais directement lié au portail bancaire principal de la société à responsabilité limitée. Chaque alerte financière, chaque reçu de transaction et chaque déclencheur bancaire automatisé était désormais acheminé directement vers l'appareil posé juste à côté de son assiette. Cédric s'est arrêté au milieu d'une grande histoire sur l'investissement immobilier. Il a baissé les yeux vers l'écran lumineux, clairement agacé par l'interruption. Il s'attendait probablement à un email de bienvenue du fisc ou à un message de confirmation générique du registre des sociétés. Il a pris le téléphone d'un geste paresseux et arrogant du poignet, son autre main tenant toujours son verre de vin en cristal. Il a tapé sur la bannière de notification pour ouvrir le message complet, rapprochant l'écran de son visage. Je l'ai observé avec une concentration absolue et inébranlable. C'est une chose rare et fascinante d'assister à la seconde exacte où la réalité entièrement fabriquée d'un homme s'effondre. D'abord, ses sourcils soigneusement entretenus se sont froncés dans une profonde confusion. Puis, le sourire narquois et satisfait qui était plaqué sur son visage toute la soirée a complètement disparu. Sa mâchoire est tombée. La main tenant son vin coûteux a commencé à trembler très légèrement, faisant onduler le liquide rouge foncé à l'intérieur du verre. Il a cligné des yeux avec force, faisant glisser agressivement son doigt sur l'écran pour rafraîchir l'application de messagerie, espérant désespérément que les chiffres qui le fixaient n'étaient qu'un étrange pépin numérique. Il a tapé sur le lien du portail sécurisé en pièces jointes, son pouce bougeant frénétiquement maintenant. L'expert financier confiant et tonitruant d'il y a 2 minutes avait disparu, remplacé par un homme regardant directement dans l'abîme de la ruine financière absolue. Solange a remarqué son silence soudain et terrifiant. Elle a cessé de parler à ma mère de son voyage ridiculement cher à Monaco et l'a regardé en fronçant les sourcils. « Cédric, chéri, qu'y a-t-il » a-t-elle demandé, sa voix teintée d'irritation. « Range ce téléphone. Nous fêtons quelque chose. Tu pourras regarder tes emails professionnels demain. » Cédric ne lui a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur l'écran lumineux de son téléphone. Il a posé son verre de vin sur la table si fort que le cristal a tinté bruyamment, manquant de renverser le liquide rouge foncé sur le chemin de table immaculé. « C'est quoi ce bordel » a marmonné Cédric, sa voix à peine plus qu'un murmure inégal. Mon père s'est figé. Le morceau d'agneau qu'il s'apprêtait à manger s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Maurice savait exactement ce qu'était cette notification. La couleur a complètement quitté son visage, le laissant pâle et soudainement très vieux. « Parle plus fort, Cédric » a exigé mon père,
essayant d'injecter une fausse impression d'autorité dans sa voix soudainement tremblante. Qu'est-ce que tu regardes? Si c'est une facture de fournisseur, ignore-la jusqu'à lundi. Cédric a finalement levé les yeux de son téléphone, ses yeux passant frénétiquement de mon père à moi, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour traiter l'information affichée sur son tableau de bord bancaire. Il s'est penché en avant, appuyant ses mains sur le bord de la table. Pourquoi y a-t-il un prélèvement automatique de 250 000 € en attente sur le compte d'exploitation, a demandé Cédric, sa voix se brisant sous la panique montante. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Même tante Corinne a cessé de respirer. 250 000 €, ce n'étaient pas des frais administratifs mineurs. Ce n'était pas une pénalité d'expédition. C'était une somme d'argent massive, stupéfiante, et elle était en cours d'extraction automatique d'un compte que Cédric possédait désormais légalement. Cédric m'a regardé directement, ses yeux grands ouverts et implorant une explication. Guillaume, qu'est-ce que c'est? As-tu programmé un paiement massif à un fournisseur juste avant de me remettre les identifiants? As-tu essayé de voler dans les comptes de l'entreprise en partant? Annule-le. Annule la transaction tout de suite. J'ai calmement pris mon verre de whisky. La glace a teinté doucement contre les parois tandis que je le soulevais. J'ai pris une gorgée lente et délibérée. Le liquide ambré foncé m'a agréablement brûlé la gorge, m'ancrant dans la réalité du moment. J'ai reposé le verre, mes yeux passant du visage horrifié de Cédric à mon père assis, figé, à la tête de la table. Je n'ai rien programmé, Cédric, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable et claire. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce compte. Tu as changé les mots de passe toi-même. Cette transaction est un balayage institutionnel automatisé. Cela se produit le 25 de chaque mois, précisément à 19 h. Cédric a secoué la tête, sa respiration devenant superficielle et rapide. Qu'est-ce que tu veux dire par un balayage institutionnel? Quelle institution? Pourquoi? Je l'ai regardé, ne ressentant aucune pitié. Je pense que tu devrais lire la description jointe à la transaction en attente, ai-je suggéré simplement. Cédric a pratiquement collé son visage à son téléphone. Il a lu le petit texte sous le montant massif de la déduction, sa voix tremblant alors qu'il prononçait les mots à voix haute pour la pièce silencieuse. Principal et intérêt du prêt commercial BPI. Les mots flottaient dans l'air comme une couverture lourde et suffocante. Cédric a fixé son écran, son esprit essayant frénétiquement de rejeter l'information que ses yeux transmettaient. La bannière de notification brillait vivement, un témoin numérique inflexible de l'erreur catastrophique qu'il venait de commettre. Comment exactement un prêt de plusieurs millions d'euros s'est-il retrouvé dans une entreprise de matériel de plein air? Le silence dans la salle à manger était si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré de l'espace. Cédric s'est agrippé au bord de la table, ses jointures devenant blanches. Solange le fixait, la bouche légèrement ouverte, la grande illusion de sa richesse imminente s'évaporant sous ses yeux. J'ai regardé droit vers mon père, sentant un profond et satisfaisant sentiment de conclusion m'envahir. Devrais-je leur parler de la dette maintenant, ai-je demandé, ma voix portant clairement à travers la salle à manger silencieuse. Où est-ce que tu veux t'en charger, papa? Mon père a ouvert la bouche, mais absolument aucun son n'en est sorti. Il a dégluti difficilement, sa gorge travaillant frénétiquement, mais son autorité tonitruante caractéristique avait complètement disparu. Il a essayé de lever la main pour me faire taire, un geste pathétique et faible qui le faisait juste paraître incroyablement coupable. Il ne pouvait pas regarder Cédric. Il ne pouvait pas regarder ma mère. Cédric a frappé sa main à plat sur la table, faisant sursauter la porcelaine fine. Quel prêt? A-t-il exigé, sa voix se brisant sous la pression intense. Guillaume, regarde-moi tout de suite. C'est quoi ce prêt, bon sang? J'ai retourné mon attention vers mon nouveau président-directeur général. J'ai croisé mes mains proprement sur la table. C'est exactement ce que ça dit, Cédric, ai-je expliqué calmement, en maintenant le ton professionnel d'un conseiller d'entreprise livrant de mauvaises nouvelles. Précision Sommet SARL a actuellement une dette commerciale massive, spécifiquement un prêt d'entreprise de 12 millions d'euros obtenu auprès d'un prêteur commercial. Solange a poussé un grand cri, pressant ses deux mains contre sa poitrine comme si on venait de lui tirer dessus. 12 millions d'euros, a-t-elle répété, le nombre étant clairement trop énorme pour que son esprit suffisant puisse le comprendre correctement. Elle a regardé Cédric, attendant qu'il en rie, attendant qu'il lui dise que c'était juste un malentendu. Mais Cédric ne riait pas.
Il a secoué la tête violemment, ses yeux fous de déni agressif. Non, a-t-il balbutié, pointant un doigt tremblant vers la tablette que j'avais poussée sur la table plus tôt. C'est complètement impossible. Je n'ai vu aucun échéancier de dette sur les documents de transfert de propriété. Je n'ai signé aucun accord de prêt commercial ce soir. Tu n'avais pas besoin de signer de nouveaux accords de prêt, ai-je fait remarquer, me penchant légèrement en avant pour m'assurer qu'il entendait chaque mot. Tu as signé une reprise globale de passifs lorsque tu as formellement pris le contrôle de la société à responsabilité limitée. Tu n'as pas demandé à voir les bilans. Tu n'as pas demandé la liste des créanciers actifs ni examiné le profil de crédit de l'entreprise. Tu as juste vu le mot propriété et tu t'es précipité pour signer avant que je puisse changer d'avis. Quand tu acceptes une SARL, Cédric, tu acceptes ses actifs et ses dettes, toutes sans exception. Cédric avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. En tant qu'homme qui prétendait travailler dans la haute finance, il savait exactement ce que signifiait une reprise de passif. Il connaissait le piège juridique inéluctable dans lequel il venait de sprinter avec un grand sourire sur son visage. Et cette notification que tu viens de recevoir, ai-je poursuivi, ma voix stable et implacable. C'est le prélèvement automatique pour le paiement mensuel du principal et des intérêts. 250 000 € chaque mois, automatiquement retirés le 25, vers l'heure du dîner. C'est le taux de combustion dont tu viens d'hériter. Joyeux Noël. Ma mère a finalement retrouvé sa voix, bien que ce ne soit qu'un couinement aigu. Mais Guillaume, les revenus de l'entreprise couvrent ça, n'est-ce pas? Tu es une marque à succès. Tu paies simplement le prêt avec les bénéfices des ventes de tente. Cédric ne partageait pas l'optimisme naïf de ma mère. Il a fixé son téléphone, sa respiration saccadée et inégale. Il s'est passé une main sur le visage, essuyant la sueur froide qui avait soudainement perlé sur son front. Il comprenait le calcul brutal. 250 000 € par mois était un échéancier de remboursement agressif et étouffant. C'était le genre de ponction financière qui pouvait instantanément couler une entreprise si les flux de trésorerie étaient perturbés, ne serait-ce que pour quelques jours. Tu m'as piégé, a murmuré Cédric, sa voix tremblant d'un mélange terrifiant de rage et de pure panique. Tu m'as piégé pour que je prenne la responsabilité de cette dette massive. Je ne t'ai piégé à rien faire, ai-je répondu doucement. Je me suis simplement assis ici et je t'ai regardé exiger les clés d'un bâtiment en feu. Tu voulais l'entreprise. Tu as insulté mon intelligence. Tu m'as offert un travail dans mon propre entrepôt et tu t'es moqué de moi. Je t'ai juste donné exactement ce que tu as agressivement exigé. Solange a attrapé le bras de Cédric, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans son blazer en velours. Cédric, a-t-elle plaidé, sa voix montant dans une hystérie absolue. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne pouvons pas nous permettre de payer 250 000 € par mois à une banque. Annule le transfert. Rends-lui l'entreprise tout de suite. Cédric a regardé sa femme avec une expression vide et dévastée. Il comprenait la réalité juridique de ce qu'il venait de faire bien mieux qu'elle. L'encre numérique était déjà sèche. Les autorisations administratives étaient déjà traitées par le greffe et la banque. On ne peut pas simplement la rendre, Solange, a dit Cédric, sa voix complètement vaincue. La responsabilité est déjà à notre nom. Cédric avait raison. La responsabilité était irrévocablement liée à leur nom. Maintenant, je regardais Solange reculer physiquement de son mari, ses mains tombant de son bras comme s'il avait soudainement attrapé une maladie contagieuse. Elle a regardé notre père, ses yeux grands ouverts de confusion désespérée. Maurice, a plaidé Solange, sa voix se brisant. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que tu n'as pas juste piégé ton propre fils pour qu'il prenne une dette de 12 millions d'euros. Mon père a ouvert la bouche. Mais il ressemblait à un poisson s'asphyxiant sur la terre ferme. Il ne pouvait pas former une seule phrase cohérente. Il n'arrêtait pas d'essuyer la sueur abondante de son front avec sa serviette en lin coûteuse, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers la porte d'entrée comme s'il calculait s'il pouvait simplement s'enfuir de la table à manger. Puisque mon père semble avoir temporairement perdu sa voix de dirigeant tonitruante, je vais combler les lacunes pour tout le monde, ai-je dit. J'ai fouillé à nouveau dans ma mallette en cuir et j'ai sorti un épais dossier noir que j'avais préparé plus tôt cette semaine. Je l'ai laissé tomber au centre de la table en chêne. Il a atterri avec un bruit lourd et satisfaisant. Mais la question la plus importante restait en suspens. Où étaient passés exactement les 12 millions d'euros? J'ai ouvert le dossier noir,
révélant une pile d'imprimés de haute qualité arborant l'entête reconnaissable d'un grand prêteur commercial. J'ai tapoté la première page, laissant le son net du papier attirer l'attention de tous. Ce que vous regardez, c'est le dossier principal de montage du prêt, ai-je expliqué, en gardant un ton entièrement conversationnel, comme si nous discutions de la météo. Il y a exactement 3 ans, mon père a réalisé que son nom était toujours légalement inscrit comme propriétaire principal de Précision Sommet SARL. Il a également réalisé que l'entreprise générait des revenus bruts massifs grâce à nos contrats fédéraux. Il est donc allé voir une banque commerciale, s'est présenté comme l'unique propriétaire et a demandé un prêt d'expansion commerciale massif. Cédric s'est penché sur la table, ses yeux parcourant les documents à l'envers. Ils ont approuvé 12 millions d'euros, a-t-il murmuré, véritablement horrifié. Comment as-tu pu ne pas savoir qu'il a retiré 12 millions d'euros de ton propre compte d'exploitation? Parce qu'il ne les a pas mis sur le compte d'exploitation, Cédric, les jeux corrigés sèchement. Il a créé un compte fictif sous l'égide de la SARL, un registre séparé sur lequel je n'avais aucune visibilité. La banque a évalué l'entreprise sur la base des déclarations de revenus, a approuvé les fonds et a viré la totalité des 12 millions d'euros directement sur son compte secret. Tante Corinne a eu le souffle coupé, agrippant ses perles. Séraphine, ma mère, a attrapé le bras de Maurice, son visage dépourvu de toute couleur. Maurice, a-t-elle haleté, sa voix tremblant d'une horreur sincère. Que as-tu fait de 12 millions d'euros? Nous n'avons pas ce genre d'argent dans nos économies. Nous n'avons rien qui s'en approche. J'ai tourné à la 2e page du classeur, qui contenait des relevés bancaires détaillés et des journaux de virement. J'ai décidé de les lire à voix haute pour le bénéfice de toute la pièce. Passons en revue les dépenses de l'ancien président-directeur général, ai-je annoncé clairement. Dans le premier mois suivant l'obtention du prêt, il a viré 4 millions d'euros à une société de gestion de patrimoine privé pour couvrir des appels de marge sur un portefeuille de crypto-monnaies en faillite. Cédric a tressailli comme s'il avait été frappé. Le sang a quitté son visage. C'est exact, ai-je dit, fixant directement mon frère. Papa a utilisé les prêts commerciaux garantis par mon entreprise pour renflouer ton fonds de crypto frauduleux avant que tes investisseurs ne puissent te poursuivre pour tout ce que tu avais. Il a utilisé mon sang et ma sueur comme un radeau de sauvetage financier pour ta stupidité monumentale. Maurice a finalement retrouvé sa voix. C'était un prêt-relais, a-t-il croassé, ses mains tremblant violemment. Je protégeais le nom de la famille. Cédric allait doubler l'argent et tout remettre avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Vous avez parié 12 millions d'euros sur un système de Ponzi numérique, ai-je rétorqué, ma voix dégoulinant de dégoût. Tu n'es pas un protecteur, papa. Tu es un complice dégénéré qui a volé son propre fils pour financer l'autre. Solange a attrapé le dossier. Feuilletant les pages frénétiquement, elle s'est arrêtée à une ligne de transaction spécifique, ses yeux s'écarquillant de pure incrédulité. Attendez une minute, a dit Solange, sa voix baissant jusqu'à un grognement dangereux. Elle a pointé un doigt tremblant sur un virement massif. C'est quoi ce retrait de 5 millions d'euros? Ça n'est pas allé à une bourse de crypto. Ça est allé à un compte séquestre immobilier. J'ai souri, tournant mon attention vers ma belle-sœur, qui essayait actuellement de donner un sens à ce calcul dévastateur. Je suis si content que tu aies trouvé cette ligne, Solange, ai-je dit vivement. Ces 5 millions d'euros ont servi à acheter une villa de luxe au bord du lac Léman. Une belle propriété isolée, mais l'acte de propriété n'est pas au nom de mon père. J'ai fait une pause d'1 seconde, laissant la tension atteindre son paroxysme. Papa a acheté cette maison dans le cadre d'une fiducie privée, ai-je révélé, croisant le regard de Cédric, et les seuls bénéficiaires de cette fiducie sont Cédric et Solange. Solange a lentement tourné la tête pour regarder son mari. Les veines de son cou étaient saillantes. Elle avait l'air complètement folle. Tu savais, a sifflé Solange, sa voix mortelle. Tu étais au courant pour la maison du lac. Je jure que je ne savais pas d'où venait l'argent, a crié Cédric hystériquement, les larmes lui montant aux yeux. Papa m'a juste dit que c'était un héritage anticipé. Il a dit que c'était un investissement immobilier. Je n'avais aucune idée que c'était lié à l'entreprise de Guillaume. Ce n'est plus lié à mon entreprise, Cédric, lui ai-je rappelé joyeusement. C'est lié à ton entreprise. Tu dois actuellement 12 millions d'euros à la banque pour un prêt qui a financé ta propre maison de vacances et tes propres investissements ratés. Et la période de grâce a expiré hier. Les mots pesaient lourdement dans l'air mort de la salle à manger.
Cédric a soudainement cessé de faire les 100 pas. La pure panique qu'il avait saisie quelques instants auparavant semblait s'évaporer, remplacée par une soudaine montée d'adrénaline maniaque. C'était un homme qui avait bâti toute son identité sur l'illusion de la suprématie financière. Et son ego fragile refusait de le laisser être la victime d'une mauvaise affaire. Il a essuyé la sueur de son front avec le dos de sa main, sa respiration ralentissant. « Vous savez quoi ?» a dit Cédric, sa voix s'élevant, retrouvant ce ton arrogant qui m'avait irrité toute la soirée. Il a pointé un doigt vers moi. « Tu essaies juste de nous faire peur parce que tu es hors jeu 12 millions d'euros, ça semble beaucoup pour un mécanicien à l'esprit étroit qui cousait des tentes dans un garage. Mais dans le vrai monde de l'entreprise, 12 millions d'euros de dette par effet de levier, ce n'est rien. » Solange l'a regardé, le visage pâle et tremblant. « De quoi parles-tu, Cédric ?» a-t-elle crié. « C'est 12 millions d'euros. Nous ne les avons pas. Nous n'avons pas besoin de les avoir en liquide. » Solange a claqué Cédric, agacé que sa propre femme ne puisse pas suivre son prétendu génie. Il s'est tourné vers toute la pièce, écartant les bras. « Faites le calcul. Guillaume vient d'admettre que son entreprise génère des revenus massifs. Les experts du secteur évaluent la marque Précision Sommet à environ 80 millions d'euros sur la base de sa part de marché actuelle et de ses contrats militaires exclusifs. Il a recommencé à faire les 100 pas, mais cette fois avec l'assurance d'un requin de Wall Street concluant une prise de contrôle hostile. Alors, nous avons hérité d'un passif de 12 millions. Pas grave. Nous avons aussi hérité d'un actif de 80 millions. Vous prenez les 80 millions, vous soustrayez la dette de 12 millions, et il nous reste une valeur nette de 68 millions d'euros. » Ma mère a poussé un petit cri haletant, ses mains volant à sa bouche. « 68 millions, » a murmuré Séraphine, ses yeux passant de mon père à Cédric. « Maurice, est-ce que c'est vrai ?» Mon père a rapidement hoché la tête, s'accrochant à la logique de Cédric comme un homme qui se noie à une planche de bois. « Exactement, » a convenu mon père, sa voix tonitruante revenant. « La marque est une mine d'or. La dette n'est qu'un coût opérationnel mineur. Je vous avais dit que Cédric savait ce qu'il faisait. » Cédric a éclaté d'un rire moqueur et bruyant, me regardant avec un triomphe pur. « Tu pensais vraiment que tu pouvais être plus malin que moi, Guillaume ?» a-t-il ricané. « Tu pensais qu'un prêt commercial me ferait fuir ? Tu viens de me donner un salaire de plusieurs millions de dollars. Je ne vais pas gérer ton entrepôt. Je vais vendre toute l'entreprise. Je vendrai Précision Sommet à une société de capital investissement, je rembourserai la petite dette de papa, et Solange et moi repartirons avec 68 millions d'euros de pur profit d'ici la nouvelle année. Pourra-t-il vraiment vendre l'entreprise et repartir millionnaire ? Ou est-il en train de s'enfoncer dans un abîme encore plus profond ? Cédric a ressorti son téléphone de sa poche, ses pouces se déplaçant rapidement sur l'écran. « Vous ne me croyez pas ? Regardez ça », a commandé Cédric à la pièce. « J'ai un contact important dans une société de capital investissement de premier plan à Paris. Il acquiert tout le temps des marques tactiques à forte croissance. Je vais l'appeler tout de suite, le mettre sur haut-parleur, et nous commencerons le processus d'acquisition ce soir. » Personne n'a bougé. Mes parents le regardaient avec une attente haletante, leurs espoirs reposant sur les contacts de cet homme arrogant. Solange a reniflé, se redressant un peu sur sa chaise, les signes de l'euro brillant clairement à nouveau dans ses yeux. Cédric a tapé sur l'écran et a posé le téléphone à plat au centre de la table à manger en chaîne. Il a appuyé sur le bouton du haut-parleur. La tonalité a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries. Finalement, une voix grave et professionnelle a répondu. « Laurent à l'appareil », a dit la voix. « Laurent, mon ami », a crié Cédric avec enthousiasme, se penchant sur la table. « C'est Cédric. Écoute, j'ai une opportunité incroyable pour votre société et je voulais vous donner la primeur avant de la mettre sur le marché. Je viens d'acquérir la pleine propriété et le contrôle majoritaire de Précision Sommet SARL. » Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. « Précision Sommet ?» a demandé Laurent, son ton devenant brusquement professionnel et intéressé. « La marque de matériel de survie avec les contrats exclusifs du ministère de la Défense ? » C'est bien ça, s'est vanté Cédric, me lançant un regard triomphant. Je cherche à initier un rachat rapide en espèces. La marque est facilement évaluée à 80 millions d'euros. Je suis prêt à accélérer une acquisition pour votre société si nous pouvons commencer les formalités lundi. Je me suis adossé à ma chaise,
J'ai pris mon whisky et j'ai bu une autre lente gorgée. Cédric avait parfaitement préparé le terrain. Il avait construit son château de fantaisie haut dans le ciel, complètement inconscient qu'il l'avait bâti sur des sables mouvants. Le courtier au téléphone était sur le point de lui donner une leçon brutale sur les acquisitions d'entreprise, et j'allais savourer chaque seconde. La voix de Laurent a crépité à travers le haut-parleur, vive et très amusée. Cédric, je viens de faire une recherche au registre du commerce sur mon terminal. Je ne sais pas qui t'a donné ce tuyau, mais tu regardes un fantôme. Cédric s'est rapproché du téléphone, son sourire suffisant s'effaçant instantanément. Vérifie encore. Précision Sommet SARL. Ils viennent de signer un énorme contrat de fourniture militaire. J'ai le communiqué de presse ici même dans ma boîte de réception. Un rire sec a résonné au bout du fil. Je n'ai pas besoin de vérifier à nouveau, Cédric. Précision Sommet SARL est une entité active, oui, mais c'est une coquille purement opérationnelle. Elle ne détient aucun actif. Elle ne détient aucune propriété intellectuelle. Elle ne détient aucun bien immobilier. Sa valeur actuelle est essentiellement le coût des frais de dépôt au greffe. Tu essaies de vendre une boîte en carton creuse, mon ami. Rappelle-moi quand tu auras quelque chose de réel à vendre. J'ai tendu la main sur la table et j'ai tapé sur le bouton rouge du téléphone de Cédric, mettant fin brusquement à l'appel. Le silence dans la salle à manger était lourd de l'odeur de l'agneau rôti et d'une défaite soudaine et écrasante. Cédric a fixé l'écran vide de son téléphone, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je ne lui ai pas laissé le temps de retrouver sa confiance fabriquée. J'ai fouillé dans ma mallette posée à côté de ma chaise, j'ai sorti un énorme classeur juridique relié en cuir estampillé du sceau de l'État du Delaware et je l'ai claqué en plein centre de la table de Noël. Les verres à vin en cristal ont violemment cliqueté. Tu pensais vraiment que je rendrais les choses aussi faciles, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Tu pensais que je construirais un empire de 80 millions d'euros et que je le laisserais dans une seule SARL non protégée où n'importe quel membre avide de la famille pourrait le voler. Ma mère a retrouvé sa voix la première, son visage devenant d'un cramoisi de colère profonde. Guillaume, que signifie tout cela? Pourquoi ton frère se fait-il humilier par un courtier à Noël? Cédric s'est humilié lui-même, maman, ai-je répondu en désignant le lourd classeur. Il a essayé de vendre mon entreprise dans mon dos pour couvrir ses propres dettes massives. Il vient de découvrir qu'il a volé les mauvais papiers. Cédric a frappé ses poings sur la table, renversant son verre d'eau. Où est-elle? Où est la vraie entreprise, Guillaume? Tu dois ça à cette famille. Je ne vous dois rien, ai-je rétorqué, me penchant en avant pour qu'il puisse voir la pure conviction dans mes yeux. J'ai appris ma leçon il y a 15 ans quand papa a vidé mes économies pour l'université et t'a offert une voiture de sport. J'ai réalisé alors que si je construisais un jour quelque chose de valeur, je devais l'enterrer si profondément qu'aucun de vous ne pourrait jamais y toucher. J'ai ouvert le lourd classeur, les pages nettes tournant avec un claquement sec. Précision Sommet SARL n'est que la façade publique. C'est une société fictive pour la logistique. Elle loue le matériel de fabrication à une société holding distincte. Elle utilise les formules et les brevets sous licence d'un incubateur technologique, et les biens immobiliers physiques sont détenus par une fiducie aveugle enregistrée au Wyoming. Je suis le seul bénéficiaire et directeur général de toutes ces entités. Vous ne pouvez pas toucher un seul fil de mes tentes. Mon père s'est levé, jetant sa serviette en lin sur son assiette. C'est profondément égoïste, Guillaume. Ton frère est en grande difficulté. Tu as toute cette richesse cachée et tu joues à des jeux en retenant des entreprises au lieu d'aider ton propre sang. Il n'est pas en difficulté à cause de la malchance, papa, ai-je contré, refusant de reculer devant son regard furieux. Il est en difficulté parce que c'est un parasite arrogant qui vit au-dessus de ses moyens. Tu veux que je liquide l'œuvre de ma vie pour payer ses erreurs? C'était un problème de trésorerie temporaire, a crié Cédric, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre. Si tu me signes simplement les droits de propriété intellectuelle, je peux obtenir un prêt-relais d'ici lundi. Tu peux te permettre de perdre une division de ta petite marque de survie. Ma petite marque de survie est actuellement évaluée à 80 millions d'euros, ai-je déclaré clairement, regardant le sang quitter le visage de mes parents, et je ne signerai pas une seule fermeture éclair pour te sauver de la ruine. Si Cédric ne peut pas vendre l'entreprise, comment échappera-t-il à la dette de 12 millions d'euros? Et quel secret plus sombre est sur le point d'être révélé? Tante Corinne a attrapé mon bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Tu feras ce qu'on te dit.
Nous t'avons tout donné. Nous t'avons élevé. Si tu ne transfères pas ces brevets à ton frère tout de suite, je m'assurerai que tu es mort pour cette famille élargie. Nous ruinerons ta réputation dans cette région. J'ai doucement mais fermement retiré ses doigts de mon bras, ressentant un profond sentiment de libération. La menace d'être rejeté me terrifiait autrefois. Maintenant, c'était exactement ce que je voulais. Tu ne peux pas ruiner ma réputation, Corinne, parce que je n'évolue pas dans tes cercles superficiels et pathétiques, ai-je dit. Mais en parlant de ruiner des réputations, il y a un autre détail dans ce classeur que vous devriez probablement voir. J'ai tourné jusqu'au tout dernier onglet du dossier du Delaware. Il était temps pour une petite leçon rapide de droit des sociétés, quelque chose que j'ai passé des années à étudier pendant que Cédric était occupé à se faire renvoyer de sa fraternité d'école de commerce coûteuse. Je me suis levé, sentant le poids immense des 15 dernières années se lever enfin de mes épaules. J'ai commencé à faire les 100 pas lentement derrière ma chaise, commandant la pièce sans effort. Quand j'avais 19 ans, papa a décidé de me donner 10 000 € et a exigé la propriété totale de ma SARL. Tu m'as dit que j'étais assez intelligent pour me débrouiller seul. Et tu avais raison. Je me suis débrouillé. Mais la leçon que j'ai apprise n'était pas sur le travail acharné. La leçon était que mon propre sang me ruinerait financièrement si cela profitait à leur enfant chéri. Ma mère a ouvert la bouche pour protester, mais le pur venin dans mon regard l'a réduite au silence instantanément. Donc, à 19 ans, j'ai consulté mon professeur de droit des affaires à l'université, un homme nommé Évrard. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a enseigné la protection des actifs. Il m'a enseigné les voiles corporatifs. Et avant même de coudre ma première tente de production, j'ai déposé les documents pour former une C-Corp du Delaware. Je l'ai nommé Guillaume Holdings. Cédric a enfoui son visage dans ses mains. Un grognement bas et pathétique s'est échappé de sa gorge. Il travaillait dans la finance. Il savait exactement ce que signifiait une C-Corp du Delaware. Mes parents, cependant, avaient encore du mal à rattraper la réalité de la situation. Une C-Corp du Delaware, ai-je expliqué, regardant directement mon père, offre le bouclier corporatif le plus solide au monde. Elle offre une protection d'actifs impénétrable. Personne ne sait qui la possède à moins que je ne le veuille. Et plus important encore, personne ne peut percer ce voile pour prendre ce qui est à moi. Guillaume Holdings est la véritable puissance. C'est la forteresse qui abrite tout mon empire. J'ai méticuleusement attribué chaque élément de propriété intellectuelle que j'ai jamais généré directement à cette entité corporative. Je suis retourné à la table et j'ai tapoté le lourd classeur pour insister. Chaque formule pourtant extrême que j'ai jamais créée appartient entièrement à la société. La méthode de filetage thermique exclusive. Les stabilisateurs chimiques exacts qui font que nos tentes durent plus longtemps que n'importe quel concurrent sur le marché. Les marques déposées pour le nom de la marque, le logo, les conceptions spécifiques de nos sacs à dos tactiques. Tout cela réside en toute sécurité, verrouillé à l'intérieur de Guillaume Holdings. J'ai fait une pause, laissant la réalité de mon chef-d'œuvre structurel s'imprégner profondément dans leurs esprits. Et ce contrat de distribution exclusif massif avec le ministère de la Défense, ai-je demandé, un sourire amer touchant mes lèvres, celui que Cédric pensait vendre au plus offrant aujourd'hui. Ce contrat est exclusivement négocié et détenu par Guillaume Holdings. Précision Sommet SARL exécute simplement la logistique d'expédition. Si les amis de Cédric du Capital Investissement essaient de saisir la SARL, tout ce qu'ils obtiendront, c'est une pile de boîtes en carton vide et un entrepôt loué à Lyon. Ils n'obtiennent aucune propriété intellectuelle. Ils n'obtiennent aucun flux de revenus. Le visage de mon père est devenu complètement pâle. Il a regardé de moi à Cédric, comprenant enfin l'ampleur du désastre. Cédric, a murmuré mon père, sa voix tremblante. Solange pleurait ouvertement maintenant, son mascara coulant sur ses joues, tachant sa robe de créateur. Tu m'as menti, a-t-elle sangloté, frappant faiblement l'épaule de Cédric. Tu m'as dit que nous aurions une entreprise de 80 millions d'euros. Tu m'as dit que nous étions riches. Vous n'êtes pas riche, Solange, ai-je dit froidement. Tu es marié à un homme qui vient d'hériter d'une dette de 12 millions d'euros attachée à une boîte en carton sans valeur. La salle à manger était remplie des bruits d'illusions brisées. Ma mère se tenait la poitrine, respirant rapidement comme si elle faisait une crise de panique. Mon père fixait son assiette, la prise de conscience de sa propre exposition financière se faisant jour. Parce qu'il avait co-signé ce prêt initial pour financer les dettes de crypto de Cédric,
la banque viendrait bientôt chercher ses actifs également. Ils avaient construit un château de cartes sur mon dos et je m'étais simplement levé et j'étais parti. Si vous aimez voir cette vengeance structurelle parfaite se dérouler, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cédric ressemblait à un homme qui venait de sauter d'une falaise et était suspendu en l'air, attendant que la gravité le tire vers le bas. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam s'agitant frénétiquement. Mais la SARL a encore de la valeur, a-t-il balbutié, le désespoir transparaissant dans sa voix. Elle a les entrepôts. Elle a les contrats des employés. Elle a l'inventaire physique. La banque prendra ça et le liquidera. Ça ne couvrira peut-être pas la totalité des 12 millions, mais ce sera quelque chose. J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour qui a résonné contre le plafond voûté. Tu n'as vraiment aucune idée de comment fonctionne une chaîne d'approvisionnement moderne, n'est-ce pas, ai-je demandé. Laisse-moi clarifier exactement ce qu'est Précision Sommet SARL, ai-je dit, m'assurant que chaque mot était tranchant comme un rasoir. Ce n'est pas une entité indépendante. C'est un fournisseur tiers glorifié, un intermédiaire. Ma C-Corp du Delaware a embauché cette SARL exclusivement pour gérer l'emballage physique et l'expédition du matériel. C'est tout. La SARL ne possède pas les entrepôts, Cédric. Elle les loue sur une base mensuelle. Les employés sont embauchés par une agence d'intérim. La SARL ne possède même pas les chariots élévateurs. Et quant à l'inventaire physique, les tentes, les sacs à dos, les kits de survie, la SARL ne les possède pas non plus. L'inventaire reste la propriété exclusive de Guillaume Holdings jusqu'au moment exact où il est livré à une base militaire. Si la banque essaie de saisir le contenu de l'entrepôt demain, mes avocats d'entreprise déposeront une plainte massive pour vol et détournement contre eux avant l'heure du déjeuner. Les mains de Cédric ont commencé à trembler violemment. Mais le contrat de fournisseur, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. La SARL a le contrat de fournisseur exclusif pour distribuer les produits. Ce contrat doit valoir des millions. Je peux vendre les droits de ce contrat à une autre société de logistique. C'était le moment que j'attendais, le coup fatal final à son existence arrogante et parasitaire. J'ai sorti de la poche avant de ma mallette une seule feuille de papier cartonné impeccable. J'ai fait le tour de la table et je me suis arrêté juste à côté de la chaise de Cédric. J'ai laissé tomber le papier sur son assiette vide. Prends-le, ai-je ordonné. Ses doigts tremblants ont tâtonné le papier alors qu'il le dépliait. Ses yeux ont parcouru le texte noir, son visage se vidant de la couleur qui lui restait. Qu'est-ce que c'est, a exigé ma mère, sa voix stridente et hystérique. Guillaume, qu'est-ce que tu viens de lui donner? Lis-le à voix haute, Cédric, ai-je dit, l'ignorant complètement. Lis-le à la famille. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il était physiquement incapable de prononcer les mots qui cimentaient sa perte. Très bien, je vais le faire, ai-je dit, reprenant le papier de ses mains molles. Je me suis éclairci la gorge, adoptant un ton froid et professionnel. À qui de droit? Cette lettre sert de notification légale formelle que Guillaume Holdings exerce son droit d'invoquer la clause de résiliation décrite dans la section 4, paragraphe B, du contrat cadre de fournisseur avec Précision Sommet SARL. J'ai fait une pause, laissant le jargon juridique peser lourdement dans l'air. Conformément aux termes de notre contrat, ai-je poursuivi, tout changement non approuvé de propriété ou de contrôle constitue une rupture de confiance matérielle. Par conséquent, à compter de 17 heures aujourd'hui, ma C-Corp a résilié son contrat de fournisseur avec votre SARL en raison du changement de propriétaire. L'horloge de grand-père dans le couloir a sonné la demi-heure. Cela sonnait comme un glas. Ta SARL est morte, Cédric, ai-je déclaré, laissant retomber le papier sur son assiette. Elle n'a pas de contrat. Elle n'a pas d'inventaire. Elle n'a pas d'actifs. C'est une coquille vide avec un prêt de 12 millions d'euros qui y est attaché. Mais ce n'était pas la fin de son cauchemar. Je me suis penché, posant mes mains sur les accoudoirs de sa chaise, le piégeant. Et parlons de la vraie raison pour laquelle tu transpires, mon frère, ai-je murmuré. Bien que la pièce soit si silencieuse que tout le monde l'a entendue. Il y a 3 mois, tu étais désespérément à court d'argent. Alors, tu as utilisé une fausse cession de propriété pour Précision Sommet SARL pour obtenir un prêt relais à court terme d'un groupe de capital investissement douteux à Chicago. Tu as mis mon entreprise en garantie avant même que papa ne te la transfère officiellement. Cédric a cessé de respirer. Solange a poussé un cri à glacer le sang.
Si tu as mis en gage des actifs que tu ne possédais pas réellement à une institution financière pour obtenir un prêt, ce n'est pas seulement une mauvaise affaire, ai-je dit en le regardant droit dans ses yeux terrifiés. C'est une fraude électronique. C'est un vol d'identité. C'est un crime fédéral. Tu leur as donné un bout de papier qui ne leur donne légalement droit à rien. Et d'ici lundi matin, ils vont réaliser que tu les as escroqués de millions. Maurice s'est affalé, enfouissant son visage dans ses mains. Séraphine sanglotait de manière incontrôlable, son dîner de Noël parfait complètement détruit. Et Cédric est resté assis là, fixant la vie de résiliation, son monde entier s'effondrant en poussière. Avec des crimes fédéraux exposés et des millions de dettes, comment la famille Doré réagira-t-elle quand elle n'aura absolument plus nulle part où aller? Solange a sauté de sa chaise, son visage tordu en un masque hideux de pur désespoir. Elle a trébuché autour de la table, ignorant le vin renversé, et a marché droit sur moi, sa poitrine se soulevant d'une énergie maniaque. Tu penses que tu peux simplement remballer ta petite mallette et nous ruiner, a crié Solange, sa voix assez stridente pour faire vibrer le lustre en cristal. Nous perdons notre maison à cause de tes jeux égoïstes. La banque va saisir notre maison du lac Léman d'ici la fin du mois. S'ils nous jettent à la rue, nous emménageons dans ton appartement. Je me suis arrêté en plein mouvement, regardant ma belle-sœur. Oui, a gémi Séraphine, trouvant une soudaine explosion d'espoir frénétique. Nous emballerons les affaires de la famille de Cédric et resterons dans ton appartement de location à Lyon jusqu'à ce que tu règles ce désordre de société holding et que tu blanchisses le nom de ton frère. Tu nous dois un toit sur nos têtes. Tu es de notre sang. J'ai regardé Solange, puis ma mère, et enfin mon père, qui regardait cet échange avec un mélange d'horreur et de calcul soudain et désespéré. Il croyait réellement que la demande de Solange était une solution viable. Il me voyait toujours comme la bête de somme soumise qui pouvait être intimidée pour fournir un abri et des ressources à la demande. Un sourire lent et sincère s'est dessiné sur mon visage. C'était la première fois que je souriais de toute la soirée. Mon appartement, ai-je demandé, l'amusement clair dans ma voix. Solange, crois-tu honnêtement que je vis dans un appartement en location? Bien sûr que oui, a claqué tante Corinne, son visage taché de larmes se tordant en une grimace. Tu nous as dit que tu louais un petit endroit en ville. Tu as dit que tu n'avais loué ce chalet que pour le week-end de vacances afin que nous puissions avoir un vrai Noël. J'ai fouillé à nouveau dans ma mallette en cuir. Le classeur du Delaware était rangé en toute sécurité, mais il y avait un autre document tout au fond. Un document que j'avais apporté spécifiquement pour ce moment inévitable. J'ai sorti un dossier épais et cartonné, estampillé du sceau du bureau du cadastre. J'ai menti, maman, ai-je dit simplement. J'ai menti parce que je savais que si je vous disais la vérité, toi et papa exigeriez immédiatement d'emménager ou vous attendriez à ce que j'organise vos fêtes extravagantes ou que j'utilise ma propriété comme garantie pour les trous noirs financiers sans fin de Cédric. J'ai ouvert le dossier et j'ai extrait un acte de propriété certifié, le brandissant pour que le seau doré attrape la lumière de la cheminée. Je ne loue pas d'appartement, ai-je déclaré, croisant le regard de Solange, dont l'expression arrogante se dissolvait rapidement en un choc absolu. Et je n'ai pas loué ce chalet pour le week-end. J'ai acheté tout ce domaine il y a 3 ans. Je l'ai payé 5 millions d'euros en espèces. Il est légalement détenu par la fiducie aveugle du Wyoming, celle mentionnée plus tôt, ce qui signifie que mon nom n'est sur aucun registre public. C'est pourquoi Cédric n'a trouvé aucun actif immobilier quand il a essayé de me vendre. Le silence qui est tombé sur la pièce cette fois était entièrement différent. C'était le silence de la défaite totale et écrasante. Mes parents ont regardé autour de la salle à manger immense et élégamment aménagée comme s'ils la voyaient pour la toute première fois. Ils ont regardé la maçonnerie sur mesure, la cheminée en marbre importé, les fenêtres du sol au plafond donnant sur le parc entretenu. La réalité que je possédais tout cela, libre de toute dette, tandis que leur enfant chéri faisait face à la prison fédérale et à la faillite, a finalement brisé leurs illusions. Tu ne peux pas emménager dans mon appartement, Solange, ai-je poursuivi, mon ton descendant à un commandement froid et autoritaire, parce que je vis ici, et je n'autorise pas les criminels ou les parasites dans ma maison. Cédric a laissé échapper un halètement pathétique et étouffé. Guillaume, tu ne peux pas nous mettre dehors. Nous n'avons nulle part où aller. Il neige dehors. Vous pouvez appeler un Uber, ai-je répondu, sortant mon smartphone de ma poche et tapant sur l'écran pour le réveiller. Ou vous pouvez marcher. Je m'en fiche vraiment, mais vous n'êtes plus les bienvenus sur ma propriété. Mon père s'est levé, le visage rouge d'indignation.
Tu jettes ta propre famille dans la neige à Noël? As-tu perdu la tête? Nous sommes tes parents. Vous avez perdu le droit de vous appeler mes parents au moment où vous avez applaudi à ma destruction, ai-je rétorqué, m'avançant vers la tête de la table. Je vous donne à tous exactement 10 minutes pour rassembler vos affaires et sortir par ma porte d'entrée. Si quelqu'un est encore à l'intérieur de ma maison ou sur mon allée à la fin de ces 10 minutes, je vous ferai arrêter pour violation de propriété. Guillaume, s'il te plaît, a gémi ma mère, tendant à nouveau la main vers moi. 10 minutes, maman, l'ai-je interrompu sèchement, levant mon téléphone. Le compte à rebours commence maintenant. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché résolument vers le grand hall d'entrée. Je pouvais entendre les sons chaotiques immédiats de la panique qui éclatait derrière moi. Solange hurlait sur Cédric, exigeant qu'il arrange les choses. Mon père réprimandait bruyamment ma mère pour m'avoir poussé trop loin. Il subissait enfin les conséquences d'une vie de cruauté. Alors que j'atteignais le hall, la lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte. 2 policiers en uniforme sont entrés, secouant la neige de leurs épaules. Ils ont été immédiatement suivis par 2 hommes imposants en équipement tactique de ma société de sécurité privée. J'avais appuyé sur le bouton d'alarme silencieux sous la table à manger 15 minutes plus tôt. Monsieur Guillaume, a demandé l'officier principal. Nous avons reçu un rapport de personnes hostiles refusant de quitter les lieux. Je suis en parfaite sécurité, officier, ai-je répondu, désignant la salle à manger, mais il a été demandé à ces individus de quitter ma propriété à plusieurs reprises. Les officiers ont marché dans la salle à manger. L'humiliation absolue qui a submergé ma famille était palpable. La famille dorée, les gens qui se souciaient plus de leur statut social que de toute autre chose, étaient publiquement expulsés par des policiers armés la nuit de Noël. Cédric se déplaçait comme un zombie, regardant fixement devant lui tandis qu'un agent de sécurité le dirigeait vers la porte. Maurice a attrapé son manteau, m'a jeté un dernier regard de pur venin et est sorti dans la nuit glaciale. Je suis resté tranquillement dans mon hall magnifique et paisible, les regardant tous défiler dans la neige. Les gyrophares de la police illuminaient leurs visages, capturant le moment exact où leur empire arrogant s'est finalement effondré en poussière. Que se passe-t-il lorsque la poussière retombe? Et comment ferme-t-on vraiment la porte sur un passé toxique? 3 semaines plus tard, le silence profond de ma maison restait mon luxe absolu préféré. Les lumières clignotantes frénétiques de cette nuit de Noël ressemblaient à un lointain cauchemar chaotique, entièrement déconnecté de la réalité que je construisais maintenant. Les affaires, comme on dit, ont avancé à la vitesse de la lumière. Ma C-Corp du Delaware, Guillaume Holdings, a à peine enregistré un soubresaut sur son radar financier suite à la résiliation du contrat de fournisseur de la coquille vide de mon frère. Dans les 48 heures suivant son expulsion de ma propriété, mes avocats ont activé un contrat de contingence avec une immense installation logistique de pointe au Texas. Nous avons absorbé de manière transparente la production des stocks, en intégrant une main-d'œuvre hautement qualifiée qui a immédiatement optimisé notre chaîne d'approvisionnement. Nos bénéfices du premier trimestre ont bondi de 40%. Pendant que mon empire s'étendait, l'illusion à laquelle ma famille s'était si désespérément accrochée a implosé de façon spectaculaire. Les retombées ont été rapides, très publiques et brutales. Dès la 2e semaine de janvier, le prêteur commercial a officiellement exigé le remboursement du prêt de 12 millions d'euros. Comme la SARL était purement creuse, ne détenant aucun capital ni actif, la banque s'est immédiatement tournée vers les garanties personnelles. Cédric et Solange ont déposé le bilan moins de 4 jours plus tard. Leur vaste villa du lac Léman a été saisie par la banque, et leurs voitures de luxe ont été remorquées sans cérémonie de leur aller en plein jour. Fidèle à sa parole sur mon allée glacée, Solange a demandé le divorce en urgence. Elle a pris tout l'argent qu'elle avait caché et a agressivement coupé tous les liens avec l'homme qui avait ruiné sa vie et détruit son statut social. Mais la faillite était le cadet des soucis de Cédric. Le dossier que mes avocats d'entreprise ont remis aux autorités a déclenché une avalanche juridique inarrêtable. Cédric a été formellement inculpé au niveau fédéral pour fraude électronique et vol d'identité concernant les documents de garantie falsifiés. Il était actuellement en liberté sous caution en attente de son procès et risquait une peine minimale obligatoire de 10 ans dans une prison fédérale. Et il ne tombait pas seul. Maurice, l'architecte arrogant du prêt initial de 12 millions d'euros, s'est retrouvé pris dans le piège même qu'il avait aidé à construire. Les agents fédéraux ont perquisitionné son bureau, saisissant ses disques durs et gelant ses actifs restants, le soupçonnant de fraude bancaire systémique. Le patriarche intouchable se battait soudainement pour sa propre liberté.
Avec Cédric face à la prison et Maurice combattant des inculpations fédérales, mes parents se sont retrouvés debout dans le cratère fumant de leur propre cupidité. Ils avaient liquidé leur portefeuille de retraite pour renflouer Cédric précédemment, les laissant dangereusement exposés. Lorsque la banque a saisi leurs actifs, leur argent a disparu en même temps que le sien. Chaque matin, mon journal d'appels bloqué était inondé de notifications. Séraphine a laissé des dizaines de messages vocaux en larmes, implorant le pardon, prétendant qu'elle avait été aveuglée par l'amour d'une mère. Maurice a essayé de négocier, suggérant un règlement financier. Je n'ai jamais écouté un seul message vocal. Je n'ai jamais ouvert une seule lettre. J'ai donné l'ordre à mon équipe juridique de retourner tout le courrier avec la mention « Retour à l'expéditeur ». La frontière que j'ai établie à Noël était un mur permanent et impénétrable. Cependant, il y avait un dernier détail microscopique que je devais régler. Un détail profondément symbolique requis pour clore ce chapitre pour toujours. Il y a des années, Maurice m'avait remis un chèque de 10 000 €, prétendant que cela lui achetait la propriété totale de ma vie. Je me suis rendu à ma banque privée. Je me suis assis en face de mon gestionnaire de patrimoine et j'ai demandé un chèque de banque certifié à l'ordre de Maurice pour exactement 10 000 €. J'ai ramené le chèque impeccable à mon bureau à domicile. Je l'ai glissé dans une épaisse enveloppe blanche. Je n'ai pas inclus de lettres détaillant mon succès ou remuant le couteau dans la plaie. J'ai simplement pris un morceau de papier cartonné de qualité supérieure et j'ai écrit 3 mots à l'encre noire et nette, payé en totalité. J'ai payé un coursier privé pour le livrer en main propre directement au bureau de location exigu que Maurice était contraint d'occuper. Je n'avais pas besoin de voir son visage quand il l'ouvrirait. Le lui rendre n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de couper proprement le tout dernier fil qu'il croyait avoir attaché à ma vie. C'était la déclaration ultime de mon indépendance absolue. Les gens comprennent souvent mal la vraie nature de la vengeance. On imagine des disputes hurlantes ou la destruction active de la vie de quelqu'un. Mais cela vous oblige à vous abaisser au niveau de vos agresseurs. J'ai appris que la forme de vengeance la plus efficace, la plus dévastatrice, est entièrement silencieuse. Elle est structurelle. La vraie vengeance consiste simplement à se mettre de côté et à permettre aux personnes arrogantes de signer leur propre destruction en utilisant la plume de leur propre cupidité sans fond. Cédric et Maurice n'ont pas perdu leur manoir et leur liberté parce que j'ai comploté pour les ruiner. J'ai simplement construit une forteresse impénétrable autour de mon travail acharné et j'ai cessé de les rattraper quand ils tombaient. Maintenant, je veux vous passer la parole. Partager mon histoire ici a pour but de tendre la main à quiconque pourrait être assis à sa propre version de cette table de dîner toxique en ce moment, se sentant complètement piégé, chroniquement sous-évalué et désespérément seul. Je sais exactement à quel point cet isolement est lourd.